Mémoire et responsabilité en ce 27 janvier, 80 ans jour pour jour après la libération du camp d'extermination nazi d'Auschwitz-Birkenau. Plus d'1 million de personnes juives, pour la plupart, ont été tuées entre 1940 et 1945. Cérémonie du souvenir à suivre sur le site en Pologne. Il y en a une ces dernières minutes au mémorial de la Shoah ici à Paris. La parole est au dernier survivant. Et on les entendra, ces derniers survivants, dans l'heure qui vient. Dernières incarnations de la mémoire vivante. Mais quand ils ne seront plus là, que nous restera-t-il? Leur récit, les lieux, le travail des historiens. La responsabilité de ceux qui restent est immense pour assurer la transmission et montrer ce que peut la haine. Ce plus jamais ça que l'on se répète collectivement depuis 80 ans est-il aujourd'hui fragilisé sur fond d'explosion, notamment des actes antisémites ici en France en particulier. Parlons-en les invités avec Alexandre Bande et Stéphanie Trouillard. Nous sommes jusqu'à 10h45. Bonjour à vous, merci d'être là, c'est Parlons-en et c'est parti. Et bonjour Alexandre Bande, bonjour. Vous êtes historien, professeur en classe préparatoire au lycée Janson de Sailly à Paris. Vous signez Auschwitz 1945 qui vient de sortir chez Passé Composé. Et vous avez dirigé aussi, on a déjà parlé vous et moi sur ce plateau, Nouvelle histoire de la Shoah qui est aussi publiée chez Passé Composé. Vous avez co-dirigé entre autres choses enfin Histoire politique de l'antisémitisme en France. On y reviendra. Bonjour Stéphanie Trouillard. Bonjour. Vous êtes ici chez vous, journaliste à France 24. Spécialiste de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Parmi vos nombreuses publications, on peut citer Si je reviens un jour, l'histoire de Louis Pikowski qui est sortie au Rond dans l'eau. Il y a eu aussi un film, un webdoc. On reviendra sur l'histoire de Louise dans un instant. Merci de participer à cette discussion à quelques heures du début en Pologne des cérémonies du 80e anniversaire de la libération du camp d'extermination nazi d'Auschwitz-Birkenau. C'était donc le 27 janvier 1945. 27 janvier qui est aussi depuis 20 ans que l'a décidé l'Assemblée générale des Nations Unies, la journée internationale dédiée à la mémoire des victimes de l'Holocauste. Parole de rescapés, d'abord, pour commencer cette émission, des témoignages recueillis par David Gilbert, Armelco, Georges Yazbek et Erika Olavaria. Esther Dzik grandit à Paris, où ses parents, juifs polonais, ont été raflés avec son petit frère en juillet 1942. Et ça, c'est mes parents. Déportée elle-même en septembre 1943 à Auschwitz, à l'âge de 15 ans, elle y retrouve sa grande sœur, dont elle était sans nouvelles. Tous les matins, j'allais la voir dans sa baraque, parce que je la voyais tous les jours qui diminuait. Et puis là, quand je suis arrivé, elle n'était plus là. Alors j'ai demandé aux autres femmes, je dis, mais où elle est ma sœur? Elle m'a dit, elle n'a pas pu se lever. Ils l'ont envoyée au Révire. Alors ça, on savait ce que c'était. Alors je me suis précipité là-bas. J'ai trouvé ma sœur allongée sur une paillasse qui crachait du sang de partout. Elle avait été mordue par des chiens. Elle était complètement infectée, enfin dans un état pitoyable. Alors je lui ai dit, écoute Fanny, je vais t'aider à te lever parce que tu sais ce qui va arriver si tu restes là. Elle me dit, non, laisse-moi tranquille, pour moi c'est la fin. Elle dit, j'ai essayé de te tenir jusqu'au bout. Elle me dit, toi t'es jeune, la guerre va bientôt finir. Tu me promets, si tu as une chance de revenir, de raconter ce qui nous est arrivé, de dire ce que les hommes sont capables de faire à d'autres, de raconter pour qu'on ne soit pas les oubliés de l'histoire. On est resté comme ça jusqu'au 5 mai 1945. À 1h de l'après-midi, on a vu le drapeau blanc sur la forteresse de Mauthausen, parce qu'elle était sur une colline. Puis on a vu descendre les premiers déportés. Alors là, ils arrivaient en courant en disant ne restez pas au camp. Les Allemands ont ouvert les portes en disant qu'ils allaient miner le camp. Il ne fallait pas qu'ils laissent de survivants. Une des dames qui est avec nous, elle dit si on sort, ils vont nous tirer dessus. Et je dis si on reste dedans, ils vont nous tirer dessus quand même de toute manière. Je dis qu'est-ce qu'on risque hein? Alors avec Marie, on est parti. À partir du 29 avril 1945, l'hôtel de luxe parisien, siège du renseignement militaire allemand pendant l'occupation, est réquisitionné par les autorités françaises pour accueillir les déportés. La France, en pleine reconstruction, célèbre les résistants et les prisonniers de guerre comme des héros. Les déportés juifs sont, eux, quasiment invisibles. On a eu un petit attroupement qui est venu vers nous en nous disant « Qu'est-ce qui vous est arrivé? Racontez-nous ». On a commencé à vouloir parler avec Marie. Et puis on voyait ce petit groupe commencer à s'agiter en nous disant
commence à dire, vous êtes devenue folle, vous racontez n'importe quoi, ça n'a pas pu exister. Quelle idée de propager des idées pareilles, enfin, vous voyez. Puis il y a un bonhomme qui me regarde et puis il me dit, vous êtes revenues si peu nombreuses, qu'est-ce que vous avez fait, vous, pour revenir et pas les autres? Esther, dont les parents s'étaient vus refuser la naturalisation en 1934, devient pleinement française. Comme une bonne partie des rescapés, elle continue à 97 ans de témoigner inlassablement pour tenir la promesse faite à sa sœur. Et le visage de Ginette Kolinka qu'on aperçoit à l'instant, elle a dit beaucoup de choses, Esther Senot, Stéphanie Trouillère, sur lesquelles on va revenir. Mais d'abord, c'est une vieille dame, Esther Senot, comme tous les rescapés de la Shoah. Il y a quelque chose de fondamental qui se joue cette année autour de cet anniversaire. 80 ans, c'est une date bien sûr très symbolique. C'est sans doute la dernière fois que ces rescapés vont participer. Quel défi est-ce que la marche de l'histoire nous impose ? Oui, là, on est vraiment à un tournant parce que, comme vous l'avez dit, c'est la dernière fois qu'il y aura... Il y a une cinquantaine de rescapés qui vont être présents cet après-midi à la cérémonie à Auschwitz. Ils sont plus qu'une poignée. Je crois qu'en France, ils sont une dizaine à être rescapés du camp d'Auschwitz. Et c'est aussi une inquiétude pour eux quand on leur parle parce qu'ils sentent que voilà, ils ne seront plus là pour témoigner directement. Donc c'est important pour des personnes comme Esther Senot ou comme Ginette Kolinka de témoigner jusqu'au bout. Il faut se rendre compte, c'est des gens que Ginette va avoir 100 ans début février. Ils continuent tous les jours d'aller auprès des scolaires jusqu'au bout, jusqu'à leur dernier souffle. Et puis c'est souvent aussi, comme l'explique Esther, parce qu'ils ont fait des promesses. Elle a fait une promesse à sa sœur de témoigner jusqu'au bout. Donc voilà, c'est quelque chose qui est viscéral pour eux. Et ils veulent transmettre leur histoire au plus grand nombre de jeunes, et comme ils le disent, pour que les jeunes deviennent les témoins des témoins. Alexandre Bande. Oui, moi je trouve que ce qui se passe cette année est important. Le basculement, le 80e anniversaire de la libération, les efforts que font encore certaines survivantes pour continuer à causer, à rencontrer les élèves, à témoigner. La disparition, il y a encore quelques semaines, d'Henri Borland, quelques grands noms comme ça du témoignage et de la transmission est une réalité qui nous engage, nous, vous journalistes, nous historiens, enseignants, à continuer à faire vivre cette parole, à s'appuyer sur les outils qui permettent de la faire vivre, des web documentaires, des enregistrements audio, des enregistrements vidéo, des supports écrits. Mais néanmoins, il y a bien un avant et un après. Et je pense que lorsque tous ces survivants, moi j'ai toujours du mal à les appeler témoins, ils viennent témoigner, mais ce sont d'abord des victimes et qui ont survécu à des choses absolument incroyables, vont disparaître ou auront disparu. Nous serons confrontés à un vide, à un manque qu'on aura bien du mal à combler, nous, mais sur lequel il faudra bien s'appuyer pour continuer à transmettre. Je voudrais qu'on revienne sur cette journée du 27 janvier 1945 que vous décrivez en détail dans votre livre, Alexandre Bande, sur ce qui s'est passé avant, pendant et après. D'abord, je voudrais qu'on s'arrête sur le terme de libération, libération du camp d'extermination. Est-ce que c'est le bon terme? Est-ce qu'il faudrait dire découverte? Moi, j'ai toujours tendance à utiliser en ce moment découverte ou entrée des soviétiques sur le complexe d'Auschwitz, qui est un complexe gigantesque et dans lequel ils vont pénétrer sur plusieurs heures et sur lequel je pense qu'ils vont passer, ou je suis sûr qu'ils ont passé beaucoup de temps à rester, pour comprendre ce qui s'y était vraiment passé. Alors, libération, bien sûr, pour les 7000 personnes qui sont là et qui attendent ne serait-ce que de quoi manger ou de quoi boire ou d'être soignés parce qu'ils souffrent ou ils sont malades. Pensons à Primo Levi ou à tous ceux qui ont raconté cette entrée des soviétiques dans l'enceinte du camp. Pour qu'il y ait une libération, il aurait vraiment fallu qu'il y ait un projet de se dire, il y a des gens qui sont enfermés, on va aller jusqu'à eux pour les libérer et leur permettre de recouvrer la liberté. Il n'y avait pas cette intention-là. L'intentionnalité, elle n'est pas là, parce qu'en fait, les soldats de l'armée rouge combattent les Allemands, progressent depuis Cracovie. Certains déportés seraient rentrés en contact avec une sorte d'avant-garde soviétique quelques heures ou quelques jours avant, mais les troupes de l'armée rouge ont découvert Treblinka, Sobibor, Majdanek, mais c'est des endroits où il ne restait plus personne. Là, en fait, ils rentrent dans un site qui est considérable, où il y a des espaces qui sont protégés et fermés par des barbelés. Mais bien sûr, on retiendra aujourd'hui la notion de libération. Je pense par exemple à l'entrée des Américains au Struthof en novembre 1944, le 23 novembre, il ne restait plus personne. Mais eux aussi sont arrivés par hasard sur ce lieu. Donc il ne faut pas minimiser l'importance qu'a eu l'arrivée de l'armée rouge sur le lieu. Mais il est certain que pour les gens qui restent sur place, on ne peut pas imaginer une libération tout de suite parce que de toute façon, ils sont obligés de rester sur place. Non pas qu'ils soient surveillés, à part peut-être quelques-uns, je pense aux survivants soviétiques, mais les autres nécessitent des soins surtout. Vous racontez, on va bien sûr revenir avec vous Stéphanie dans un instant sur les gens
qu'ils découvrent quand ils arrivent. Vous vous rappelez qu'il y a eu des combats, pas forcément dans le camp, mais aux abords du camp quand les troupes soviétiques sont arrivées, et qu'effectivement, alors on dit le camp d'Auschwitz-Birkenau, en réalité il y a plusieurs camps, il y a la partie concentrationnaire, il y a la partie d'extermination qui sont séparés par plusieurs centaines de mètres. Ils ne comprennent pas tout de suite ce qu'ils ont devant eux. Non, parce que d'une part, il y a la neige, le froid, les conditions atmosphériques qui sont très dures, des destructions qui sont importantes, puisque l'armée allemande, la SS, et en s'appuyant sur quelques déportés dans les semaines qui ont précédé, a engagé des destructions importantes sur les lieux d'extermination. Les chambres à gaz ont été détruites. L'une d'entre elles avait été détruite par les déportés eux-mêmes le 7 octobre 1944, mais toutes les autres ont été dynamitées peu de jours avant le départ du camp, sachant que les lecteurs le découvriront, mais que des efforts avaient été faits avant le dynamitage pour démanteler les structures de ces espaces homicides. Les baraques dans lesquelles se trouvaient les effets personnels des déportés sont en flammes. Certaines d'entre elles ont pu être circonscrites, ces foyers ont pu être circonscrits, mais elles brûlent. Donc ils découvrent un espace qui est immense et qui leur semble, à part les quelques baraques où sont concentrés les survivants, particulièrement vide. Le complexe industriel ne tourne plus, les espaces agricoles ne sont plus non plus actifs. Il y a des tas de fermes aux alentours, enfin plusieurs fermes aux alentours de Birkenau qui ne fonctionnent plus. Donc le silence, après les combats, a dû être assourdissant parce que les déportés survivants sont plus bruyants comme ne pouvait l'être la vie du camp avant qu'ils n'arrivent. Donc il est certain que le contact a été celui de l'armée rouge avec ce paysage est difficile à retranscrire, mais devait être particulièrement saisissant et apocalyptique. Il y a, Stéphanie, dans ces camps, 7 à 8 000 survivants. Il y a notamment Primo Levi qui est dans ces maisons en briques, qui est donc la partie concentrationnaire d'Auschwitz-Birkenau. Et il y a des enfants aussi. Oui, alors c'est ce que explique très bien Alexandre dans son ouvrage. Donc c'est 7 000 à 8 000 personnes, donc c'est des moribonds, c'est des personnes qui n'ont pas pu se déplacer, parce qu'il faut rappeler aussi que donc ils ont démantelé les infrastructures du camp, mais ils ont surtout évacué la très grande majorité des personnes, parce que Hitler avait ordonné l'ordre que personne ne tombe entre les mains des soviétiques. Donc à partir du 17-18 janvier, il y a 60 000 personnes qui sont jetées sur les routes, c'est ce qu'on appelait les marches de la mort. Et moi, ce que j'ai remarqué quand j'ai pu interroger des rescapés d'Auschwitz, c'était que c'est un événement, ça c'est les marches de la mort, sur lequel ils avaient un souvenir particulièrement douloureux. Donc on est au mois de janvier, on est dans la neige, ils sont trimballés sur les routes de manière désordonnée, et puis ils subissent encore des violences, pour un oui ou pour un non, on pouvait les abattre sur la route. Je me souviens du témoignage de Raphaël Ezraïl, qui avait été déporté par le convoi numéro 67 en février 1944, et qui en racontait vraiment les marches de la mort avec un souvenir, même peut-être encore plus que sa détention à Auschwitz, parce que des milliers de personnes sont encore mortes à ce moment-là, parce qu'elles ont été trimballées sur ces routes, sans nourriture, sans eau, dans la neige, et avec des violences extrêmes. Pour faire face à la pression de l'avancée des troupes soviétiques, il y a eu 2 mouvements de population, vous le rappelez, de population de déportés, Alexandre, vous le rappelez, Alexandre Bande, dans votre livre. Le premier, dès l'automne 1944, et c'est notamment le cas de Ginette Kolinka qu'on a aperçu à l'instant. Déplacement forcé de près de 50 000 personnes, et puis effectivement, à partir de la mi-janvier, là on est donc 10 jours avant l'arrivée des soviétiques, à nouveau déplacement forcé de ceux qui peuvent se déplacer parce que les autres sont laissés sur place. Et vous posez la question, pourquoi après avoir utilisé tant de précautions, si j'ose dire, pour exterminer 1 million de personnes, pourquoi avoir déplacé ces populations-là et ne pas les avoir laissés mourir sur place? Bien, oui, c'est ça qui est toujours préoccupant et qui est sur lequel, une question à laquelle je commence à avoir quelques éléments de réponse, bien plus que je les avais il y a quelques années. N'oublions jamais, et c'est important qu'aujourd'hui on le rappelle, que sur ce site qui a été Auschwitz-Birkenau, ont été exterminés, ont été assassinés 1 100 000 personnes, dont à peu près 980 000 étaient de confession juive. C'est-à-dire que lorsque les soviétiques rentrent, Auschwitz est un immense cimetière. Les cendres des défunts ont été dispersées dans les rivières, dans les étangs. Donc cet aspect du manque des gens qui sont rentrés sur le site, c'est quelque chose qui mettra des années à être perçu. Pour ce qui est ces populations, Auschwitz a été, je pense à Henri Borland, justement, dès le début de son ouverture, un lieu où les populations étaient, quand elles étaient sélectionnées pour le travail, car ne l'oublions pas, c'est le seul centre de mise à mort où les Juifs pouvaient éventuellement, en arrivant d'Europe, espérer survivre, parce qu'à Treblinka, Sobibor ou ailleurs, ils étaient immédiatement exterminés. Là, il y avait 15-20% d'un convoi qui était sélectionné, ce qui explique qu'à l'été 1944, pour répondre à votre question,
il y avait 100 000 personnes sur le site d'Auschwitz et que dans les semaines qu'on suivit ou qu'on précédait l'hiver, puisque les soviétiques avançaient, la SS avait préparé un plan très structuré pour évacuer ces populations. Donc près de la moitié d'entre elles ont été déplacées comme Ginette entre l'automne et le début de l'hiver. L'autre moitié, celle qui restait, à peu près 58 000, 60 000, 67 000 personnes exactement, à l'appel du 16-17 janvier, a été jetée sur les routes. Et les 6-7 000 qui ne pouvaient pas bouger, comme on le disait, sont restés sur place, comme Primo Levi. Certains, je pensais, vous parliez de la journée du 18 janvier. J'échangeais il y a quelques jours avec Aurélien Veil, le petit-fils de Simone, qui expliquait que dans la mémoire familiale, cette journée du 18 janvier était restée quelque chose de très très fort. Je pense également à Raphaël Lazari, que j'ai également connu, ou à Victor Youn Pérez, qui n'a pas survécu, ou à Roger Perelman, l'oncle de la famille Vevorka, qui lui a été déplacé, a été laissé pour mort après avoir été fusillé, et n'était que blessé et a pu rentrer. Donc dans la mémoire collective de ceux, enfin même individuelle, de ceux qui ont survécu à Auschwitz, les marches de la mort sont restées un traumatisme durable. On fait des bonds dans le temps parce qu'on n'a pas le temps de tout balayer ici, mais vous avez travaillé, Stéphanie, notamment sur le retour des survivants, des rescapés, donc qui ont survécu non seulement à la déportation, mais aussi à ces fameuses marches de la mort et qui sont arrivés, pour certains en tout cas, c'est le cas des déportés français dans l'hôtel, on le voyait tout à l'heure au Lutetia, ici à Paris. C'est assez fort ce qu'elle dit, Esther Sénaute, c'est que beaucoup de rescapés, de survivants disent qu'ils tout de suite ils ont voulu raconter ce qui leur était arrivé. On les a pas crus, on les a pas entendus, on voulait pas entendre leur récit, ça collait pas avec le moment d'histoire que vivait la France. Oui, c'est ça, ce que raconte Esther, c'est ce que racontait aussi Simone Veil quand elle a essayé d'en parler. Il y avait même un décalage dans sa propre famille, parce qu'il y avait aussi cette confrontation. On a beaucoup mis en avant les résistants à ce moment-là, on voit dans le sujet, par exemple dans la famille Jacob, parce que Simone Veil, c'était son nom de jeune fille. Sa sœur Denise Jacob, Denise Vernet, a été déportée à Ravensbrück comme résistante. Elle avait pu cacher le fait qu'elle était juive. Et elle était plus mise en avant que sa sœur à ce moment-là. Donc même dans une propre famille, il y avait une incompréhension à ce niveau-là. Je me souviens aussi, j'avais rencontré une femme qui s'appelait Léa Rohatyn, Léa Schwartzmann, qui a fait partie de la famille la plus nombreuse déportée de France. Ils ont été déportés à 12. Elle est revenue seulement avec sa sœur. Elle me racontait qu'après la guerre, elle avait été dans un sanatorium. Il y avait quand même des choses sanitaires qui étaient mises en place pour les anciens déportés. Elle s'était retrouvée avec des femmes déportées pour des faits de résistance. Et même ces femmes-là ne voulaient pas l'écouter. Il y avait une confrontation entre les deux en disant « Mais non, mais vous racontez pas... Enfin, c'est pas vrai ce que vous racontez. Nous, c'est pire ce qu'on a... » Enfin, il y avait même une concurrence entre eux. Et pour elle, c'était insupportable. Donc, ces personnes se sont tues pendant des années parce qu'on ne voulait pas les écouter. Et puis c'était la libération, les gens voulaient passer à autre chose, et puis c'était dur, c'est ce que dit Esther. Comment croire que des telles choses ont pu se produire? Même quand on va à Auschwitz, encore aujourd'hui, on a du mal à se dire mais que cela était possible. Et c'est notamment lié au fait, Alexandre Bande, que quand on va à Auschwitz aujourd'hui, mais c'était donc le cas en 1945 quand les soviétiques sont arrivés, vous l'avez dit, les nazis sentant la pression soviétique arriver ont détruit une bonne partie des chambres à gaz, ont détruit des preuves, ont donc fait déplacer les populations qui le pouvaient. Il y a ce paradoxe dans ce camp de concentration d'extermination, c'est qu'il n'y a pas de preuves, j'utilise avec des guillemets, de preuves directes. C'est un camp qui est vide. Il faut du temps pour qu'on comprenne ce qui s'est passé véritablement. Oui, c'est-à-dire que les traces du crime sont en partie effacées, du crime considérable. Il y a bien quelques cadavres qui jonchent le sol, en particulier du site de Birkenau. Il y a bien dans les baraques des gens qui sont incapables qui n'ont pas pu bouger, qui sont morts entre le 18 janvier et le 27. Mais l'ampleur, la démarche homicide qui a été mise en œuvre, tout le processus de sélection, de déplacement vers les chambres à gaz, tout ça, il va falloir des semaines pour en prendre conscience. Les commissions d'enquête que l'Armée Rouge met en place tout de suite vont aller interroger les prisonniers, les déportés qui étaient soignés. Mais ce qui est également intéressant, et il y a un exemple intéressant d'un Sonderkommando qui revient en arrière, qui revient sur le site d'Auschwitz et qui participe aux commissions d'enquête. Expliquez-nous ce que sont les Sonderkommando. Les Sonderkommando, excusez-moi, ce sont ces déportés juifs qui avaient été sélectionnés pour
pratiquer les tâches les plus terribles qui consistaient à faire entrer les gens dans les chambres à gaz, à traiter les corps après le gazage, à les détruire par le feu. Et ce Sonderkommando a contribué à donner aux Soviétiques, comme d'autres, des informations importantes sur la structure des chambres à gaz, sur ce qui s'y est passé. Ce qui est d'ailleurs intéressant, et ce que je rappelle dans l'ouvrage, c'est que en faisant des calculs qui s'avèrent erronés de la taille des chambres à gaz, du nombre de gens qui pouvaient être gazés à chaque fois, l'Armée rouge, après quelques semaines d'enquête et de travail, dans le courant du printemps 1945, affirme que sur Auschwitz ont été assassinés 4 millions de personnes. Donc, vous voyez, ce travail, il a été fait un peu dans l'urgence, il a été fait en écoutant un certain nombre de gens, mais puisqu'on parlait de la difficulté qu'ont eu les témoins ou les survivants à raconter, il y a un autre élément qui est important au niveau mémoriel, c'est que les Soviétiques, quand ils sont capables de donner un chiffre, taisent totalement la réalité du génocide, c'est-à-dire qu'ils parlent de 4 millions de victimes, mais en aucun cas de la majorité de victimes juives. C'est-à-dire que ça va être la particularité de cette histoire, c'est que jusqu'à la chute des régimes communistes en Europe orientale, Pologne comprise, les 4 millions de victimes d'Auschwitz sont les 4 millions du fascisme ou de la Grande Guerre patriotique, mais en aucun cas d'un génocide qui aurait visé spécifiquement les Juifs. Et ici, dans l'Europe de l'Ouest, à quel moment de cette deuxième partie du XXe a été actée cette histoire-là? Alors, comme on le disait, les survivants, d'abord, il ne faut pas l'oublier, sont très peu nombreux. 3-4 000 personnes, 4 000 personnes peut-être qui reviennent sur les 76 000 déportés de France, qui est une minorité. À l'échelle de l'Europe, c'est la particularité d'Auschwitz, c'est qu'il y a quand même plusieurs dizaines de milliers de personnes qui reviennent vivantes de ce lieu. Elles sont disséminées en Israël, elles sont disséminées aux États-Unis, enfin en Allemagne occidentale très peu. Enfin voilà, il va falloir du temps pour que la mémoire de cette histoire se construise, ou cette histoire se construise. Le travail des historiens, en quelques mots, les procès, Nuremberg, Eichmann 61, Francfort 63 vont permettre de faire progresser la conscience collective sur ce qui s'est produit. Les travaux des historiens qui se mettront progressivement en place à partir des années 70-80 essentiellement, même s'il y a des travaux initiaux, je pense à ceux de Polyakov ou d'autres qui sont importants. On peut penser également au fait que justement ces survivants, au moment où les thèses négationnistes commencent à prendre de l'ampleur, là la chronologie est importante, se mettent à leur tour, alors qu'elles ont déjà 60-70 ans, à aller au contact du grand public pour raconter. Donc, en Occident, la mémoire et la réalité du processus génocidaire se construisent surtout entre les années 70 et aujourd'hui, sachant, je prends un dernier exemple et je termine là-dessus, que sur ce qu'on appelle communément la Shoah par balle, les fusillades massives à l'ouest de l'URSS, le bilan humain que donnait Hilberg dans les années 80 d'1,3 million de victimes, aujourd'hui est passé à peu près 1,8 million. Donc vous voyez, c'est-à-dire qu'on a continué à progresser. C'est un processus long et une histoire encore à raconter. Auschwitz, on le disait, c'est 1,3 million de personnes déportées, un peu plus d'1 million de juifs, 1,1 million de personnes qui ont été tuées soit à leur arrivée, soit qui sont morts de maladies, d'épuisement ou victimes de l'arbitraire, de la violence. Stéphanie, vous avez raconté entre autres l'histoire de Louise Pikowski qui est partie et qui n'est pas revenue, qui a été déportée. C'est le signe qu'encore aujourd'hui, il y a des trajectoires individuelles que l'on perd parmi toutes ces victimes. On ne sait pas nécessairement ce qui est arrivé à tous les déportés. Oui, comme le disait Alexandre, il y a 76 000 déportés de France, donc c'est 76 000 histoires. On n'a pas travaillé sur toutes ces histoires. Moi, j'ai découvert, on m'a transmis les lettres de cette jeune fille sur laquelle personne n'avait encore travaillé. Elle avait écrit des lettres à sa professeure durant la guerre. Elles ont été retrouvées dans un lycée parisien. Donc il y a encore tout un travail à faire. Et c'est justement là que c'est intéressant. On parlait de la disparition des dernières victimes. Et donc il va falloir trouver d'autres méthodes pour travailler sur cette période de l'histoire avec les élèves. Et c'est là qu'interviennent beaucoup les professeurs d'histoire. Je pense notamment, il y a un projet qui s'appelle le Convoi 77 qui existe depuis plusieurs années où des professeurs prennent des personnes de ce convoi et travaillent avec leurs élèves pour retracer leur parcours, faire des biographies, aller sur place. Et ça joue aussi beaucoup, je trouve, en province parce qu'on parle beaucoup des déportés de Paris, on parle beaucoup de la rave du Veldiv, mais il y a aussi beaucoup de personnes qui ont été arrêtées, enfin un peu moins qu'à Paris, mais en province. Donc il y a beaucoup de professeurs aussi qui travaillent. Je
travaille aussi beaucoup avec une professeure qui s'appelle Rislaine Chapelle et qui travaille sur les déportés de Nantes. C'est une histoire qui est encore un peu méconnue aussi. Voilà, j'ai une collègue de Ouest-France, Julie Chitli, qui vient de sortir un livre sur les enfants de l'île aux Moines. Il y avait aussi des familles qui s'étaient réfugiées sur l'île aux Moines dans le Morbihan. Donc il y a encore plein d'histoires comme ça à révéler. Et je pense que c'est un bon moyen pour transmettre l'histoire, parce que ce qui est admirable dans ces démarches, c'est que les élèves deviennent aussi acteurs, enquêteurs. Ils vont aux archives, ils s'appuient sur les documents d'archives, ils s'appuient sur les témoignages. Il y a quand même beaucoup de personnes qui ont été interviewées au cours des dernières années. Et donc, c'est un bon moyen de continuer à transmettre l'histoire de la Shoah. Cette individualité de la mémoire, cette personnalisation de la mémoire, elle est importante pour la transmission. Oui, elle est très importante. Ce qui est intéressant, c'est de travailler sur les cas individuels. Pour les élèves, je pense maintenant, pour les générations qui n'ont pas connu des gens qui avaient connu des gens qui avaient connu cette époque, donc qui s'éloignent de plus en plus de cette histoire, retravailler, reconstituer des trajectoires individuelles. Nous, au lycée Janson de Sailly, où j'ai la chance d'enseigner, on a travaillé depuis plusieurs années sur cette question. Vous parliez Convoi 77, je pense immédiatement à un gamin qui s'appelait Daniel Stepanski, qui était lycéen, 7 ans et demi, qui s'est retrouvé arrêté le 14 juillet 1944, qui est mort à Auschwitz le début du mois d'août en partant par le convoi du 31 juillet. Et donc, quand on travaille avec les élèves sur ces trajectoires, quand on travaille sur les archives, on leur permet, parce que je pense que c'est un sujet qu'il faut aborder aujourd'hui, de revenir sur ce qu'a été un processus génocidaire. Un processus génocidaire, c'est un processus sur lequel des populations sont éliminées non pas pour ce qu'elles ont fait, mais pour ce qu'elles sont. Et donc, aller chercher un gamin de 7 ans et demi à Paris, l'arrêter, l'interner pendant quelques jours, lui faire faire plusieurs milliers de kilomètres en train pour le faire mourir dans une chambre à gaz, c'est une démarche qui est tout à fait particulière et qui n'est pas comparable à celle des gamins normands qui vont, prendre un exemple de l'époque, tomber sous les bombes américaines au moment du débarquement. Et je pense que pour les élèves, en ces temps de grande confusion sémantique dans lesquels nous vivons aujourd'hui, revenir sur ce qu'est vraiment un génocide, c'est important. Et donc, sur cette histoire-là, les trajectoires individuelles, les archives locales et parfois encore inconnues ou familiales, j'en suis persuadé, vont nous permettre encore pendant quelques années de travailler sur ce sujet. Et l'importance des lieux, on va y revenir dans 3 minutes juste après la pause. Il est 10h30 ici à Paris. Aujourd'hui, une émission consacrée au 80e anniversaire. Alors, on avait ce débat juste avant la pause, la libération, disons la découverte par les troupes soviétiques du camp d'Auschwitz-Birkenau en Pologne, symbole du mal absolu et de l'extermination par les nazis des Juifs d'Europe entre 1940 et 1945. On en parle avec vous, Alexandre Bande. Bonjour. Bonjour. Historien et professeur en classe prépa au lycée Janson de Sailly à Paris. Vous signez Auschwitz 45 qui vient de sortir chez Passé Composé. Vous avez dirigé Nouvelle Histoire de la Shoah, aussi chez Passé Composé, et co-dirigé l'histoire politique de l'antisémitisme en France. Stéphanie Trouillard, rebonjour. Bonjour. Journaliste ici à France 24, spécialiste de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Parmi vos récents ouvrages, Si je reviens un jour, qui est sorti au rond dans l'eau et qui accompagnait un webdoc consacré à l'histoire tragique de Louise Pikowski. Je voudrais qu'on parle de ce lieu où tout à l'heure aura lieu donc cette cérémonie du souvenir à partir de 16h heure de Paris. On le disait avec les derniers survivants qui se font âgés. Je voudrais qu'on écoute, et on parlait de transmission juste avant la pause, on l'a beaucoup évoqué, c'est l'une des grandes figures, une de nos grands témoins ici en France, de Ginette Kolinka, que vous avez rencontrée, Stéphanie, il y a quelques semaines, rescapée du camp d'extermination d'Auschwitz-Birkenau et des marches de la mort. Et elle raconte pourquoi elle pense que c'est important que les plus jeunes savent bien sûr ce qu'il s'est passé et suivent ces cérémonies. On l'écoute. Il est très beau que ces jeunes savent un peu ce que ça peut provoquer, la haine. C'est surtout ça qui est intéressant. C'est pas de raconter mon histoire, c'est de leur faire comprendre jusqu'où peut transformer un être humain avec la haine. Et j'espère qu'ils comprennent le message. J'en suis pas sûre. Si je fête l'anniversaire, ça veut dire que je suis en vie. Malheureusement, j'aurais aimé c'est que tous les déportés fêtent cet anniversaire. Mais on est combien? Une petite poignée, c'est tout maintenant.
Voilà, Ginette Kolinka, l'amie de déportation, mais l'amie de cœur tout court de Simone Veil, qui va, vous le disiez, avoir 100 ans Oui, début février. bientôt, qui est une personnalité incroyable pour ceux qui ont eu la chance de la rencontrer, avec un humour décapant. Elle a ces mots qui font un peu froid dans le dos en disant qu'elle n'est pas sûre que les jeunes comprennent le message. Non, parce qu'elle est réaliste aussi, elle voit bien ce qui se passe dans le monde. On parlait de la montée de l'antisémitisme. Voilà, elle a vécu ça il y a 80 ans. Elle voit que les attaques contre la communauté juive continuent. Donc, mais bon, elle est quand même, si elle... Là, elle dit, elle n'en est pas sûre, mais bon, elle continue inlassablement d'aller voir les élèves, mais elle ne sait pas, elle n'a pas forcément un retour. C'est ce qu'elle m'expliquait. Elle ne sait pas ce qui se passe. Elle aimerait bien savoir en fait ce qui se passe quand ils rentrent chez eux, de quoi ils discutent avec leurs parents. Elle n'a pas ce retour-là. Mais pour avoir assisté quand même à des rencontres plusieurs fois de Ginette avec des élèves, on sent qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe. Et c'est ça qui symbolise aussi ce tournant. Donc il y a beaucoup de témoignages. Ginette, elle a été filmée, elle a fait énormément d'interviews. Mais c'est quand même incomparable de la voir face à une classe. Elle est là, elle raconte avec son regard d'adolescente. En fait, elle avait le même âge que ses élèves qu'elle rencontre. Elle le raconte avec des mots d'adolescente aussi. Et c'est ça qui fonctionne. Et je vois les élèves qui vont lui faire dédicacer les livres, les BD. Il y a plein d'ouvrages autour d'elle. Et c'est une vraie rockstar parce que elle les touche et elle trouve les bons mots, même avec humour, et tout en leur racontant vraiment ce qu'elle a vécu à ce moment-là. Des élèves, Alexandre Bande, vous en avez fait rencontrer beaucoup de ces rescapés. Vous en avez emmené aussi beaucoup à Auschwitz, on va y revenir. Alors précisément, dans l'instant d'après, après les témoignages, après les voyages, qu'est-ce qu'ils vous racontent ces élèves ? Bien, ce qui est certain, c'est que, comme on le disait, on n'est pas persuadé que le témoignage ou que la visite sur les lieux ait un impact durable ou immédiat ou puisse faire évoluer le regard que portent les élèves sur le monde dans lequel ils vivent. Mais ce dont je suis persuadé, et ce dont est persuadée Ginette Kolinka, que je connais un peu, et tous ceux que j'ai vus témoigner qui aujourd'hui ne sont plus là, c'est que si on ne le fait pas ou s'ils ne le faisaient pas, ça serait pire. Donc on part de ce principe que c'est peut-être pas suffisant, mais que c'est nécessaire et que de le faire, de continuer à transmettre, c'est important. Et donc ce que disent les élèves ou les étudiants, Ginette Kolinka était venue témoigner à Janson il y a 3-4 ans devant une salle comble de plus de 350 personnes, c'est que la parole portée par quelqu'un qui a vécu un événement est démultipliée par rapport à la parole de quelqu'un qui raconte quelque chose qu'il n'a pas vécu. Donc le poids du témoignage est essentiel, surtout quand on raconte ce genre de choses terribles. Avec, et je termine là-dessus, une nuance qu'il faut tout de suite immédiatement retenir, c'est que quand on revient d'Auschwitz, on a tendance à pas raconter ce qu'on a vécu, c'est-à-dire la pénibilité, le froid, la faim, la douleur, la souffrance, le travail forcé. Mais que ce que taisent souvent les gens qui reviennent, et ce qui nous pose, nous, historiens, un petit problème pour que les élèves comprennent ce qu'a été Auschwitz, c'est qu'ils taisent la mort de tous ceux qui étaient avec eux, où ils l'évoquent à peine. Et que le témoignage doit être mis en perspective avec un cours d'histoire plus approfondi qui rappelle ce qu'a vraiment été Auschwitz. Mais sinon, bien sûr, c'est un moment exceptionnel. De l'importance, évidemment, du contexte, et c'est une mémoire face à laquelle on ne peut pas se présenter sans être documenté, si j'ose dire. C'est ce que disait ce matin le grand rabbin de France et nos confrères de France Inter. Non pas, et ma question est à propos du fait d'aller sur les lieux, d'aller à Auschwitz-Birkenau, un lieu qui a été sanctuarisé dès 1947 par les autorités locales. Il y a 2 millions de visiteurs par an. On a parlé ces dernières années de ci, de là, de comportements qui étaient assez indécents par rapport au lieu. Vous qui organisez beaucoup de voyages de mémoire et d'histoire là-bas, vous êtes d'accord avec cette idée que il y a un tel face-à-face avec l'innommable qu'on ne peut pas comprendre ce lieu si on n'y a pas été éduqué. Oui, avant. C'est-à-dire que comme tous les éléments mémoriels, que ce soit la plage d'Omaha Beach ou le site de Verdun, si on va sur un lieu d'histoire qui est devenu aujourd'hui un lieu de mémoire et qu'on ne sait pas ce qui s'y est déroulé, on perd une bonne partie du sens du déplacement. Et je crains malheureusement que sur les 2 millions de personnes qui se rendent chaque année sur le site d'Auschwitz-Birkenau, il y en ait un nombre important qui ne sachent pas vraiment ce qu'ils allaient voir et qui n'aient pas tout à fait compris au sortir de ce qu'ils ont vu, de ce qui s'est passé. Mais c'est un peu comme ce que je disais tout à l'heure, c'est mieux que de ne pas y aller du tout. Néanmoins, en tant qu'historien et en tant qu'historien qui réfléchit depuis des années à la question des lieux de mémoire, je pense qu'il faut continuer à se battre pour que le lieu soit historicisé,
que l'administration du site du musée mémorial fait de gros efforts pour entretenir les baraques, les lieux, les objets qui peuvent permettre de prendre conscience de ce qu'a été l'ampleur du crime, mais que rien ne nous dit, dans les années qui viennent, en raison des aléas politiques, que ce site puisse être mémorialisé sur le temps long. Il y a un exemple qui marquera tout le monde. Il y a 20 ans, en 2005, pour les 60 ans de la libération du site, Simone Veil, Jacques Chirac et Serge Klarsfeld inauguraient ce qu'on appelle la partie mémorialisée de la Judenrampe, l'endroit où étaient arrivés 500 000 juifs d'Europe, dont l'écrasante majorité des juifs de France. Jusqu'en 2005, cet endroit n'était pas mémorialisé. C'est-à-dire qu'il n'y avait aucune mise en perspective de ce qui s'y était passé. Donc, vous le savez fort bien également, c'est-à-dire que sur ce lieu qui est gigantesque, en particulier sur Birkenau, on a besoin d'histoire. Les guides du musée s'emploient à transmettre des informations. Les élèves, le mémorial de la Shoah qui fournit un gros travail sur ce sujet-là. Nous, les enseignants qui allons sur place. Mais je pense que l'enjeu dans les années à venir, c'est bel et bien ça. Se battre pour que ce lieu reste un lieu d'histoire et ne devienne pas seulement un lieu de mémoire vide de sens. Sachant que, Stéphanie, il faut le rappeler, on parle beaucoup d'Auschwitz-Birkenau ce matin parce qu'il est peut-être l'incarnation du mal absolu, mais il fait partie d'un réseau de camps d'extermination et de concentration. Et la Shoah, Alexandre Brand le rappelait tout à l'heure, n'a pas eu lieu que dans des camps. Plus d'1 million de personnes, vous le disiez, ont été tuées dans ce qu'on appelle la Shoah par balle en Europe de l'Est entre 1941 et 1944. Oui, puis il y a des déportés de France qui ne sont pas tous allés à Auschwitz. On peut parler des camps de Sobibor, de Majdanek. On parlait de la famille Veil. Le père et le frère de Simone Veil ont été déportés en Lituanie et seraient morts donc, dans le fort de Kaunas. C'est un lieu que j'ai visité aussi, où quelques dizaines de Françaises se sont retrouvées. Donc il y a d'autres lieux comme ça importants. Et c'est vrai qu'on fait un peu un tour d'Europe, qu'on va dans ces régions-là, c'est glaçant, parce qu'il y a plein d'endroits qui nous rappellent cette histoire. Je suis allée aussi près de Vilnius, dans la forêt de Ponar, où beaucoup de Lituaniens ont été exécutés. Et c'est des lieux où il n'y a rien à voir, en fait. Vous êtes dans une forêt, il y a un mémorial, et c'est glaçant, parce que là, on parle de dizaines de milliers de personnes qui ont été exécutées par balle, quand on va aussi au ravin de Babi Yar à Kiev. Voilà, donc il y a rappeler aussi qu'effectivement, Auschwitz, la Shoah, ça n'a pas été qu'Auschwitz, mais c'est devenu le lieu emblématique aujourd'hui, et du fait aussi que c'est un lieu où il y a beaucoup de choses à voir, où on peut se rendre compte, parce que si on va sur les autres sites, les autres centres d'extermination, il n'y a plus grand-chose à voir. On peut se rendre compte de l'immensité, notamment du lieu. Simone Veil disait que c'était un endroit qu'il fallait visiter en plein mois de janvier pour se rendre compte de ce que c'était d'être à Auschwitz dans le froid et dans la neige. Je voudrais revenir sur ce que j'ai dit tout à l'heure. J'ai dit que c'était un lieu qui était vide. En réalité, il est bien surpeuplé du million d'âmes qui ont perdu la vie là-bas. Et je pense notamment à la forêt de Boulot. On peut peut-être en dire un mot, qui est un endroit... je ne sais pas comment qualifier cet endroit qui est... Oui, je sais que cet endroit est un endroit qui saisit ceux et celles qui comprennent ou qui se sont rapprochés un petit peu du processus qui s'y est déroulé. Et ce que je dis souvent, et de plus en plus à mesure que j'y retourne aux groupes avec lesquels je vais sur place, ou aux petits groupes avec lesquels je vais sur place, c'est que les seuls témoins visuels du crime qui s'est produit là, ce sont les boulots qui sont encore présents. Et c'est vrai que ce lieu a une force particulière. Il y a toute une série de réflexions qui ont été développées depuis des années sur ces éléments. Je pense à un passage du Shoah de Lanzmann, où justement un des survivants dit c'est le lieu, c'est l'endroit. Et je pense que face à l'immensité et au vide d'aujourd'hui, justement, face parfois même à cette sensation très perturbante d'être dans un espace qui peut vous sembler beau, des biches qui traversent le camp de Birkenau, le soleil qui se couche, la neige qui tombe, vous voyez les fleurs au printemps. L'enjeu, c'est de rappeler aux gens que justement Auschwitz, c'est ce que disait Annette Viorquet de longues années déjà, est une sorte de métonymie de la Shoah. Et elle est devenue, le lieu est devenu parce que en Europe occidentale, Auschwitz a été le point de convergence de l'écrasante majorité des Juifs d'Europe occidentale. Mais sur les 6 millions de victimes, si on veut être un petit peu cartésien et rationnel, Auschwitz, c'est 1/6 du bilan humain de la Shoah. Donc aujourd'hui, et on ne revient pas sur l'histoire de cette date, mais c'est imposé en Europe en 2002, à l'échelle internationale 2005, cette journée. Mais je pense que cette journée, c'est également l'occasion de penser à toutes les victimes du processus génocidaire. N'oublions pas non plus, même si ici on se focalise sur les victimes de l'Holocauste, comme disent les anglo-saxons, les dizaines ou les centaines de milliers de Roms et de Sinti qui ont été massacrés également dans la même période et qui ont suivi souvent la même trajectoire, déportation, internement, chambre à gaz ou fusillade. Je pense à ce que le grand public appelle les tziganes.
Un dernier mot, parce que vous avez travaillé sur l'histoire de l'antisémitisme politique ici en France, Alexandre Bande. Cet anniversaire intervient alors que, selon le Conseil représentatif des institutions juives de France, le nombre d'actes antisémites l'année dernière a explosé, multiplié par 4 par rapport à 2022. Quand on disait que s'il s'agissait de faire aux générations futures bon usage de cette mémoire dans le contexte que l'on connaît aujourd'hui, de ce mantra que répètent les rescapés depuis 80 ans, plus jamais ça, ce qui paraissait inimaginable il y a 80 ans, il ne s'agit pas de dire ici que ça devient imaginable, mais il y a quelque chose qui se passe tout de même. Oui, alors, il faut bien imaginer qu'après la Shoah, des Juifs sont morts parce qu'ils étaient Juifs. Je pense à Cracovie, l'été 45, premier pogrom. Je pense à Kielce, en Pologne, en 46. Et ce que je veux dire, c'est que l'antisémitisme a continué à tuer malgré l'histoire et la connaissance qu'on a pu avoir de la Shoah. Donc, dans la société française, comme dans d'autres sociétés occidentales ou mondiales depuis quelques mois, sinon depuis quelques années, le contexte post-oriental n'arrangeant rien, on le sait forcément, il y a un terreau favorable à des discours, à des prises de position qui nous laisse nous penser, historiens et enseignants, que, comme le disaient d'ailleurs souvent d'anciens survivants, que de parler d'Auschwitz, ce n'est pas un vaccin, c'est pas suffisant. On l'a cru pendant longtemps. Hein. Je vais vous montrer ce qui s'est passé, donc dorénavant, vous allez croire autrement. Malheureusement, les esprits humains sont ainsi faits que d'autres informations circulent, les réseaux sociaux, les informations qui peuvent mettre en avant d'autres souffrances, et que dans le contexte actuel, ce qu'il faut rappeler aux élèves et aux jeunes qui nous entourent et aux gens en général, c'est que agresser une population en raison de son appartenance à une communauté religieuse ou ethnique, c'est de fait commencer un processus qui peut, s'il va jusqu'au bout, générer des souffrances, des douleurs ou des victimes. Et l'histoire moderne l'a montré. Malheureusement. Bien sûr, cette discussion n'est pas un vaccin, Stéphanie. Oui, puis on le voit sur les réseaux sociaux. On a là, au cours des derniers jours, on a publié beaucoup de contenu sur France 24 et je vais souvent voir les commentaires. Même hier, j'ai reçu un message très désagréable d'une personne qui me disait honte à vous de parler de la Shoah, et en mettant ça en lien avec ce qui se passe à Gaza. Donc il y a un amalgame qui est fait qui est assez insupportable. J'ai aussi sorti l'année dernière une BD qui s'appelle Le sourire d'Auschwitz, et qui parle d'une jeune résistante qui a été déportée à Auschwitz, pas parce qu'elle était juive, mais parce qu'elle était résistante. Mais là, encore une fois, on m'a confronté à ça. Pourquoi vous parlez de ça? Voilà, les descendants des déportés, ce qu'ils font aujourd'hui à Gaza. Donc voilà, il faut lutter contre ça, et c'est pour ça que c'est important, le travail des enseignants pour expliquer ce qui s'est passé à l'époque et qui n'a rien à voir avec ce qui se passe aujourd'hui, de ne pas faire des comparaisons qui sont très douteuses. Donc voilà, il y a encore beaucoup de travail à faire, c'est pour ça qu'il faut continuer. Et merci Stéphanie pour le travail que vous faites à France 24 notamment. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus sur ce plateau. Alexandre Bande, merci beaucoup. On lit Auschwitz 1945 chez Passé Composé, et qui raconte les quelques jours qui ont précédé et qui ont suivi la découverte de ce camp d'Auschwitz-Birkenau par les troupes soviétiques. Stéphanie, on vous lit notamment sur France 24, bien sûr. Si je reviens un jour aux éditions des Ronds dans l'eau, l'histoire de Louise Pikowski. À partir de 16h, on vous retrouvera peut-être tout à l'heure, Stéphanie. Voilà, la cérémonie. Pour les cérémonies du souvenir, donc c'est ce 80e anniversaire, cérémonie qui se déroulera en présence notamment du président Macron en Pologne. On se quitte avec le grand format de Parlons-en et on se retrouve dans un quart d'heure pour la suite de ce rendez-vous d'info. À tout à l'heure. Il faut imaginer l'arrivée des bus qui venaient des gares avec les déportés à l'intérieur. Et quand les déportés arrivaient, il y avait un silence de sidération, vraiment un silence, on pourrait presque dire de mort. Il y a 80 ans, en 1945, une grande effervescence règne aux abords de l'hôtel Lutetia. Le palace parisien, occupé par l'Abwehr, les services de renseignement de l'armée allemande pendant la guerre, a été réquisitionné par les autorités françaises. Il devient le lieu d'accueil des déportés à la libération des camps. Sur les côtés, ils avaient installé des panneaux où on mettait des papiers avec les recherches, les personnes recherchées. Donc la photo, et puis le nom, etc., la date de naissance et tout ça. Et donc vous imaginez ça tout le long du couloir. À leur arrivée, les déportés doivent suivre un grand nombre de formalités, dont certaines se révèlent plutôt brutales.
ils étaient aspergés de DTT à l'époque, parce qu'ils étaient remplis de poux, de maladies. Enfin, je veux dire, ils arrivaient dans un état absolument déplorable. Et donc, il fallait déjà commencer par assainir, mais ce n'était pas une bonne idée, hein, le DTT. À son retour des camps, après avoir souffert du typhus, Ginette Kolinka ne pesait plus que 26 kilos. C'est un peu gênant de montrer ça en décoration, alors que ça a tué tellement de monde. En arrivant à Paris, cette ancienne déportée d'Auschwitz-Birkenau, née dans une famille juive, a dû passer par l'hôtel Lutetia, un lieu dont elle garde un très mauvais souvenir. On nous avait passé de bureau en bureau en nous posant les mêmes questions. Celle qui posait les questions ne se rendait pas compte qu'on était hyper fatigués et toujours les mêmes questions et tout, et pas d'une façon très aimable et tout. Je comprends. Ils avaient peur qu'il y ait parmi nous des collaborateurs. L'interrogatoire, un passage obligé, avant de recevoir enfin des premiers soins lors d'une visite médicale. Tout l'hôtel est dédié à l'accueil des déportés. Des centaines de personnes y travaillent en permanence. Dans les étages, les rescapés des camps peuvent se reposer. On nous donne une chambre à 2 lits, et nous enlevons les matelas de nos lits. Est-ce que vous pouvez penser pourquoi? On a l'habitude de coucher par terre. Vous savez, nous étions dans un état physique très déficient. À mon avis, on aurait été plus en état d'être encore bien soignés, même chouchoutés. Je ne sais pas comment vous dire ça, mais pas, allez. À 101 ans, Jacqueline Fleury, une résistante rescapée de Ravensbrück, n'a rien oublié de ses premières heures dans l'hôtel. Le Lutetia marque la fin de la période de déportation, un retour entre soulagement et tristesse. Je me souviens beaucoup, surtout du départ d'une de mes compagnes, qui avait passé toute la déportation avec nous, qui était vraiment plus qu'une sœur, qui était attendue par sa famille et qui va nous quitter. On est séparés. Et c'est une séparation douloureuse. Pendant des semaines, Arlette Testiller est aussi venue au Lutetia, espérant y retrouver son père, Abraham, déporté à Auschwitz en 1942. Ça, c'est un porte-plume qu'il a fait faire dans le camp de Pithiviers. Et je m'en suis servi, vous voyez, il écrit. Et je m'en suis servi, j'ai passé beaucoup d'examens avec ce porte-plume. Enfant à l'époque, cette rescapée de la rafle du Veldiv a été marquée par l'atmosphère au Lutetia. Tout le monde s'interpellait les uns les autres, oui. Avec des photos qui étaient sur les panneaux, les gens qui accrochaient, d'autres qui embrassaient. Une fois, je me souviens avoir vu, je crois que c'était un jeune homme qui a retrouvé quelqu'un et qui s'est évanoui. Mais très vite, l'hôtel a surtout symbolisé la fin de l'espoir pour Arlette et sa famille. Ma mère ne voulait pas admettre que mon père ne reviendrait pas. Et puis jusqu'au jour, il y a eu 1 ou 2 personnes, je crois, qui lui ont dit « Écoute, Marie, ne l'attends pas. On l'a vu partir. Il s'est fait assassiner dans une chambre à gaz. » Et là, ma mère n'a pas supporté du tout. Elle ne voulait pas admettre. Elle s'est laissée mourir. Ma mère est morte de chagrin. Des larmes de peine, des larmes de joie, des disparitions et des retrouvailles. Un lieu pour toujours marqué par le difficile retour des déportés. À chaque fois que j'en parle, ça me bouleverse. Et je pense qu'il y a encore dans l'atmosphère une sorte de nuage émotionnel autour de ça. C'est impossible de voir les photos, de regarder ça sans être bouleversé dans sa conscience humaine. Au total, entre 18 000 et 20 000 déportés sont passés d'avril à septembre 1945 par l'hôtel Lutetia, soit plus d'un rapatrié sur 3.